la définition de l'intérêt européen, par exemple en matière énergétique, ce n'est pas une sorte de définition abstraite de l'intérêt européen qui ne tient aucun compte de l'intérêt national des Français, des Allemands, des Suédois, etc. C'est la synthèse de ça. Et je pense que si on dépasse ça, on ment. C'est pas la peine de mentir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est aussi fort qu'au début de la construction européenne, déclenchée par les Américains pour empêcher l'Europe occidentale de tomber sous l'influence soviétique et des partis communistes, et pas du tout pour des raisons d'idéalisme européen. Donc si on n'est pas capable de faire l'histoire vraie depuis 1945, on ne comprend pas la situation, on ne comprend pas la suite, on ne peut pas orienter la suite. Donc en matière énergétique comme le reste, la vraie question, c'est pas de se choquer que les Allemands ou les Français ou les Italiens un autre jour prennent des décisions nationales. C'est normal. En plus, les gens sont élus pour ça. La question, c'est de voir comment on fait converger. J'ai vraiment très très peu de choses à ajouter. Effectivement, moi je suis d'accord avec Hubert Védrine. L'idée d'une politique européenne de l'énergie, ça répond simplement à des objectifs très très concrets. C'est des idées de base, mais de quoi on a besoin? On a besoin d'approvisionnement sûr, pas trop cher et de long terme. Donc ça veut dire notamment multiplier les sources d'énergie, parce que on sait très bien que les énergies fossiles, les ressources, vont se tarir à peut-être 30 ans pour le pétrole, à 80 ou 100 ans pour le gaz. Donc de toute façon, il faut trouver autre chose. Et effectivement, quand on regarde d'où vient l'énergie, ce ne sont pas les régions les plus apaisées du monde. Donc de toute manière, il y a d'une part la question de la sûreté des approvisionnements, mais il y a aussi la question de leur coût. Parce que plus c'est difficile d'extraire du pétrole, plus c'est cher. Et effectivement, la grande difficulté, c'est de concilier des intérêts qui ne sont pas les mêmes. On est vraiment au début d'un processus. Mais je constate par exemple que le Royaume-Uni et la France ont rapproché leur position alors qu'on n'est quand même pas du tout dans la même situation. Que vous aviez, plus maintenant, des ressources en pétrole et en gaz que vous avez moins. Donc on se rapproche, une fois de plus. Et que en ce qui concerne l'Allemagne, c'est vrai que, vous l'avez dit, il y a une part d'hypocrisie très grande, à la fois, non mais disons-le, et puis je vais vous dire, non mais ça, mais non mais je le dis devant Monsieur Vogel, il y a je suis sûr approuvera, il y a la partie CDU de la coalition est très contente d'entendre Sarkozy dire qu'il faut cesser de tourner le dos au nucléaire, et à juste titre. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas les éoliennes qui fourniront l'énergie pour la croissance allemande. Non ? Les électeurs, les Allemands, ils adorent les deux côtés. Ils adorent les éoliennes, bien sûr. Ça ne remplace rien, jamais. C'est beaucoup trop cher. Et il n'y a pas un si grand refus de la politique nucléaire en tant que telle. Allez, on ne fait pas de langue de bois. C'est quand même difficile d'imaginer un conglomérat énergétique franco-allemand ou européen avec des acteurs économiques qui viennent d'un pays qui tourne le dos au nucléaire. Ça n'a pas de sens. Enfin, comment on peut ? C'est complètement déséquilibré. D'où vient cette hypocrisie par rapport à la politique nucléaire en Allemagne, ou de ce qui est perçu en tant qu'hypocrisie? En 1998, le grand projet comparable à celui de la nationalisation des entreprises en 1981, c'était pour la gauche allemande de sortir du nucléaire. 7 ans plus tard, après les élections, venait la grande coalition et le SPD a dit faute de majorité, vous avez besoin de nous, vous allez avoir la chancelière, on va entrer en gouvernement avec vous si vous signez le contrat de coalition dans lequel va continuer de figurer la sortie de la politique nucléaire, de l'atome tout court. Donc c'est plutôt une contrainte politique, temporaire ou pas, ça reste à voir. Tout le monde dit, bon, pas de grande coalition au-delà de 2009. Donc c'est bien équilibré, et je trouve que par rapport à ce sujet, un débat approfondi franco-allemand est plus que nécessaire.
Qu'il y ait un débat qui s'ouvre, c'est une très bonne chose. Mais on a eu un peu l'impression ici qu'on faisait l'apologie de la brutalité. Moi, je pense qu'il faut raisonner un peu différemment. C'est-à-dire que à certains moments, les responsables politiques prennent position fermement, bien. Mais si on veut arriver à convaincre nos partenaires, et l'Allemagne est un pays que je connais un peu, ça serait peut-être pas mal aussi, par exemple, qu'on apporte notre solution sur la gestion des déchets nucléaires, qu'on rassure les populations allemandes. Parce que pourquoi le SPD en Allemagne a ces positions-là? C'est aussi parce qu'il y a des attentes liées à des considérations historiques. À l'inverse, on pourrait être un peu moins goguenard et rigolard sur les éoliennes ou autres. Il y a de la géothermie. Il y a le fait que l'accroissement du prix du baril de pétrole rend certaines énergies alternatives beaucoup moins farfelues qu'il y a quelque temps, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il faut justement qu'on sorte de la brutalité. Ce dont on a besoin en Europe, c'est d'un dialogue un peu plus fin, dans lequel chacun ne dit pas « moi j'ai raison, t'as tort, de toute façon vous êtes des hypocrites, nous on est des petits malins ». En France, je vous rappelle quand même qu'en 86, les nuages de Tchernobyl s'arrêtaient à la frontière française. Bon, on nous a fait croire ça. Donc que les Allemands doutent un petit peu parfois de notre communication en matière nucléaire, c'est pas non plus malsain. Et c'est ça qui est bien en Europe, c'est que grâce à eux, on réfléchit peut-être aussi un petit peu. De même que je le fais souvent en Allemagne, effectivement, la question, non seulement d'ailleurs du nucléaire, mais de la vitesse sur les autoroutes. On peut pas être écolo et dire on a d'énormes voitures qui font du gaz à effet de serre à gogo. Donc tout ça, il faut qu'on en parle. Mais la brutalité, à mon avis, est beaucoup moins efficace qu'un travail en profondeur des sociétés. Et là, on en revient à la même chose. Il faudrait peut-être qu'on arrive à envoyer en Allemagne des Français qui expliquent de manière un peu nuancée et ouverte quelle est notre position, et ce qui évitera qu'on soit caricaturé avec le béret basque, etc. Jean-François Conny de Lacoste, donc, il s'occupe de Powernext, qui est la bourse du marché du gaz et de l'électricité. Et des quotas d'émissions de CO2. Donc, je voulais simplement apporter un peu un témoignage et peut-être un commentaire d'une Europe qui avance et qui avance de manière beaucoup plus discrète, et notamment dans deux domaines, dans l'Europe de l'énergie et dans le domaine également de la lutte contre le changement climatique. Et énergie et climat sont deux relais de croissance extraordinaires pour relancer un petit peu cette Europe qui s'est trouvée un petit peu au creux de la vague avec le non au référendum. Pourquoi ? Parce que cela touche tous les citoyens. C'est quelque chose qui est beaucoup plus parlant que EADS ou que l'industrie automobile, etc. Et donc là, on a en fait une Europe qui avance de manière beaucoup plus discrète, et on ne sait pas suffisamment, par exemple, que le 6 juin dernier a été signé au Luxembourg un memorandum of understanding entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, qui vise à coupler les marchés électriques. Et que ce couplage de marchés, qui va permettre de fluidifier les flux électriques sur cette plaque-là, sera opérationnel en janvier ou en février 2009. Et ça, c'est une avancée concrète, réelle, avec du multilatéral. J'aime beaucoup l'idée de prototype de multilatéralisme, parce que ça se négocie aussi entre entreprises, entre gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, entre bourses nationales d'électricité, sous l'œil bienveillant des régulateurs et des politiques, puisque les ministres concernés ont signé ce Memorandum of Understanding. Donc il y a une Europe qui avance de manière discrète. Il ne faudrait pas toujours focaliser sur un GDF, un gaz de France-Suez, qui apparaît comme l'arme, comme l'a reprise la presse allemande, l'arme d'invasion des Français en Allemagne. Nous travaillons jour après jour pour la construction de cette Europe de l'électricité, de cette Europe de l'énergie. 27 pays souverains se sont mis d'accord quand même pour se fixer des objectifs de réduction d'émissions. 27 pays souverains. Là, on est en plein dans le prototype du multilatéralisme, bien senti, à tel point que nous recevons beaucoup de visites de parlementaires étrangers, de sénateurs américains, de parlementaires australiens qui viennent voir comment l'Europe s'y est prise pour traiter ensemble ce problème de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, il y a un sujet très fort, et je pense que sur ces deux thèmes-là, on a une Europe qui avance, et ce n'est pas suffisamment dit, et je pense que cela peut relancer un petit peu l'esprit européen.